Il est 9h11, on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance et comme chaque vendredi, Éric Galliègue, associé chez Fee Advisor Valcan, est à nos côtés pour commenter l'actualité économique de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Roselyne. On va tout d'abord se pencher sur le bilan de cette semaine. C'est la performance hebdomadaire. C'était l'heure du rebond pour les marchés d'actions européens, contrairement aux actions américaines en perte de vitesse. Absolument, c'est le grand écart entre les États-Unis et l'Europe. Donc l'Europe qui a progressé de près de 2%, 1,8%, et les États-Unis, donc le S&P 500, qui ont perdu à peu près autant, mais en sens inverse, donc moins 1,7%. Donc un gap de près de 4% d'une semaine, c'est assez rare. C'est pas lié d'ailleurs à la variation de notre taux de change, puisque l'euro s'est stabilisé contre le dollar, il a progressé juste de 0,2%, autant dire qu'il a répété ses cours de la semaine dernière. Donc voilà, un écart pour une fois, et une fois n'est pas coutume, en la faveur de l'Europe. Alors on va s'arrêter un instant sur un premier fait d'actualité, à savoir les exportations chinoises. Celles-ci sont en bonne forme. Absolument, c'est une information qui nous semblait digne d'intérêt, qui montre que finalement la conjoncture mondiale n'est pas à l'arrêt du tout, puisque ces exportations ont progressé de 8%, significativement plus que les anticipations donc, du consensus Bloomberg. Ça montre que finalement la Chine a trouvé une parade face aux droits de douane américains, qu'elle a trouvé d'autres débouchés et que globalement son économie elle-même se porte bien, puisque les importations chinoises ont elles-mêmes progressé d'une façon significative et largement supérieure aux attentes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui vient conforter l'idée que la croissance économique mondiale finalement se porte correctement en cette déjà fin d'année 2025. Donc voilà pour l'adaptation de la Chine. On va à présent poursuivre avec la révision à la hausse des prévisions du FMI. Le pire a été évité, on peut le dire, dans le feuilleton des droits de douane américains. Exactement, c'est lié en partie donc, à cette première information, cette deuxième information, donc la révision en hausse pour la deuxième fois depuis le début de l'année des perspectives économiques du FMI, qui font un petit peu référence quand même, avec donc la confirmation d'un ralentissement économique américain, puisque l'économie américaine devrait croître de 2% environ contre près de 3% l'année dernière, donc c'est quand même un vrai ralentissement, mais pas de récession. Et surtout un niveau de croissance qui, d'après donc, les prévisions du FMI, resterait à 2% pour les États-Unis. On aimerait avoir ça en Europe, que nous resterons toujours autour de 1% pour cette année et l'année prochaine avec une très légère accélération. Et au total, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va aussi retenir que l'affaire First Brands fait aussi des remous et génère de l'inquiétude. Alors, on a eu deux bonnes nouvelles côté sphère réelle, en quelque sorte, et puis dans la sphère financière. Une première information qui nous semble négative, c'est donc effectivement l'affaire First Brands, comme on a eu l'affaire Tricolor, donc des sociétés qui font défaut, font faillite. C'est pas exceptionnel en soi que des entreprises fassent faillite. Le problème, c'est le contexte et ce que ces faillites révèlent des pratiques qui ont été faites, donc de financement par le marché donc, de la croissance de ces entreprises, avec donc de nombreux problèmes, des conflits d'intérêts, des diligences qui ne sont pas faites, des créances qui disparaissent, des créances qui sont titrisées plusieurs fois. Donc tout ceci sent un petit peu le roussi et nous rappelle en fait des cas qu'on a connus finalement en 2007, avec ce qu'on a appelé la crise des subprimes. Ça portait sur l'immobilier, ici ça porte beaucoup plus sur le financement des entreprises et les fonds de dette privée. Et on commence à se poser la question, effectivement, combien y a-t-il de sociétés qui font défaut, ou vont faire défaut, et surtout ont triché finalement avec les règles de titrisation. Et ça, c'est bien sûr un point négatif pour cette semaine. Voilà pour ce point négatif. Éric, on va revenir également sur le stress accru du marché du high yields. Expliquez-nous. Alors oui, le high yield, donc, c'est un marché donc, de dette, effectivement, qui est donc noté par les agences de notation. Ça porte plutôt sur le marché européen, mais on a eu aussi du stress au niveau américain, comme on vient de le dire. En l'occurrence, ça montre que le marché commence à se poser quelques questions. C'est un nouvel indicateur d'angoisse un petit peu du marché. C'est vrai que les spreads de taux sur ce qu'on appelle le high yield, c'est-à-dire les sociétés en mauvais état, les plus mal notées en fait, ou parmi les plus mal notées, qui demandent, pour lesquels le marché demande des taux très élevés. Donc, il y a bien sûr une demande pour des investisseurs qui aiment le risque, mais ce high yield a vu ses spreads de taux, c'est-à-dire les écarts avec les sociétés non risquées ou avec l'État,
augmenté très fortement, hein, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On avait atteint des niveaux extrêmement bas, c'est-à-dire qu'on a été face à une situation finalement de surévaluation de ces obligations high yield. Donc ça montre, donc ça confirme avec d'autres indicateurs que dans la sphère financière, on a quand même quelques signes d'inquiétude du marché qui constituent donc une nouvelle note négative dans notre suivi de l'actualité. Alors Eric, on va récapituler votre note de la semaine, elle est donc neutre. Elle est neutre. Elle est neutre, donc on a un équilibre parfait finalement entre des bonnes nouvelles qui viennent de la sphère réelle, donc de l'économie en l'occurrence. On a aussi des bonnes nouvelles de la part des entreprises. Hein. On sélectionne bien sûr le flot d'informations que nous avons eu cette semaine, mais globalement, c'est plutôt l'économie qui nous a donné des bonnes nouvelles, et donc la sphère réelle, alors que la sphère financière nous a donné deux mauvaises nouvelles, donc en liaison donc, avec le marché du high yield et des situations d'escroquerie en fait aux États-Unis, ce qui bien sûr met un petit peu le verre dans le fruit, si on peut dire, et pose problème. Mais en tout cas, équilibre entre ces deux phénomènes. Alors dites-nous dans ce contexte, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors nous, on est toujours à l'achat. Hein. On considère que finalement, il y a effectivement une dégradation dans la perception du risque. Et donc notre indicateur de Market Pressure Index, donc de pression de marché, donc de mesure perception du risque, s'est dégradé en zone effectivement de correction. Mais notre indicateur en quelque sorte de bottom-up, c'est-à-dire de nombre d'actions qui sont en hausse par rapport au nombre d'actions qui sont en baisse, donc qui reflète finalement la dynamique des prix, cette dynamique-là reste bien orientée. On l'a vu d'ailleurs cette semaine avec la forte hausse du LVMH sur une simple chiffre d'affaires qui n'est pas non plus exceptionnellement favorable, mais bon, ça a fait exploser à la hausse le cours de l'action. Ça montre qu'il y a toujours, d'une façon sous-jacente, un sentiment sur les actions, en tout cas, qui reste extrêmement favorable. Et donc, dans ce cadre-là, nous demeurons suivistes et on considère donc qu'il faut rester investi sur les actions. Nous restons au maximum des taux d'investissement autorisés par les passifs des différents investisseurs. Merci beaucoup Eric Galliègue pour vos conseils toujours avisés. Belle journée à vous. Merci. À suivre après une nouvelle pause, le point bourse. À tout de suite.